Bonjour à tous, bienvenue dans notre Zoom, aujourd'hui en compagnie de Paul-Antoine Martin. Bonjour monsieur. Bonjour. Paul-Antoine Martin, vous êtes ingénieur de formation issu de l'école centrale Supélec. Vous avez au cours de votre carrière occupé des postes de cadre dirigeant et fréquenté des capitaines d'industrie, des politiques, des hauts fonctionnaires, ce qui vous a permis d'écrire ce récit que voilà, qui sera disponible sur la boutique officielle de TV Liberté, intitulé Le clan des seigneurs, immersion dans la caste d'État, publié chez Max Milo. Alors vous décrivez dans cet ouvrage le profil psychologique et les pratiques de certains membres de la haute fonction publique française, pour ne pas dire de tous. Paul-Antoine Martin, cette haute fonction publique que certains appellent l'État profond, quelle est la nature de son pouvoir dans notre démocratie ? Merci de me recevoir, c'est une excellente question. Cet État profond, il est profond, on peut l'appeler profond parce qu'on ne le voit pas, parce qu'il est inconnu, parce que la population ne le connaît pas et elle n'a probablement même pas la conscience qu'il existe. Donc il existe effectivement ce que l'on a appelé une caste en sous-titre de ce livre, une caste étant un groupe d'hommes qui ont des privilèges tout à fait particuliers et qui ont un esprit de caste qu'ils opposent en fait à toute personne qui serait extérieure à leur groupe. Et effectivement, il existe toute une strate, tout un groupe de personnes que l'on pourrait appeler élites parce qu'elles ont le pouvoir aujourd'hui. Il s'agit des membres alors on va pour les nommer, des trois plus grands corps d'État, les corps les plus prestigieux, qui sont donc composés de hauts fonctionnaires issus de l'ENA et qui sont aussi du corps des ponts ou du corps des mines. Donc vous avez trois grands corps d'État ultra prestigieux qui occupent l'ensemble ou la quasi-totalité des postes de responsabilité et de direction de la haute administration publique, donc des cabinets ministériels jusqu'à la direction des administrations, des établissements publics et aussi des grandes entreprises du CAC 40. Et cet état profond, dans votre ouvrage, vous l'appelez le corps. J'appelle effectivement cet état profond le corps, de façon générique pour rappeler que ça peut être le corps de l'ENA ou le corps des ponts ou le corps des mines. Mais il s'agit d'un de ces trois grands corps d'État, effectivement. Je vous cite, « La réalité est parfois si crue qu'elle n'est pas crédible, alors on ne la croit pas, et l'invraisemblable a toute liberté pour se maintenir. » Ça ressemble quoi à l'invraisemblable aujourd'hui ? Moi, ce que j'ai remarqué et ce qui est tout à fait sidérant, alors à la fois auprès des gens que j'ai pu côtoyer dans le quotidien, mais quand on regarde aussi le niveau national avec ce que l'on peut entendre de la présidence de la République ou des ministres ou de grands dignitaires, on a l'impression que plus c'est gros et plus ça passe. Ce que disait Chirac. Oui, ce que disait Chirac et ce que disaient d'autres aussi encore auparavant. Et effectivement, aujourd'hui, il y a le mensonge, le très gros mensonge ne se cache pas. Il avance à découvert et il passe le plus souvent. Et ça, c'est tout à fait étonnant. Et c'est cet invraisemblable, effectivement, qui arrive à faire son chemin au travers de la société. Je l'ai constaté maintes fois par des mensonges qui sont absolument énormes. Et à chaque fois, moi, je suis des mensonges dont je connaissais totalement la teneur, et personne ne venait les contredire. Je vais vous donner un exemple. J'ai participé à de grands projets d'aménagement, et il est de bon ton de surévaluer les emplois que peut créer ce projet. Alors on peut trouver ça dans le privé, on le trouve aussi dans le public, et il se fait que en surévaluant énormément, des fois x10, x15, x20, le nombre d'emplois que l'on imagine créer. Vous savez, c'est comme les phares, la nuit, le lapin se trouve complètement hypnotisé, et vous hypnotisez localement le monde politique, vous hypnotisez ainsi l'ensemble des citoyens, et vous faites passer le projet. Et moi, j'ai vu des choses absolument incroyables, des surévaluations qui étaient absolument impossibles, et c'est passé, personne n'a posé la moindre question.
Et pourtant, a posteriori, personne ne vient remettre en question les chiffres dont on parlait auparavant en disant vous voyez, vous n'avez pas créé autant de postes que vous le disiez. Et jamais, effectivement, comme vous le dites, à la suite, on vient remettre en question ces chiffres. Donc ça passe. Ces hauts fonctionnaires, certains d'entre eux, en tout cas, dites-vous, sont rongés par la peur, alors qu'ils sont, on le sait, protégés par le statut de la fonction publique. Qu'est-ce qui les effraie tant, ces hauts fonctionnaires ? Alors, il y a quelque chose de très intéressant. Vous avez commencé sur la question du profil psychologique. Et effectivement, ce que j'ai voulu décrire dans ce livre, c'est non pas une enquête sur les actes ou les décisions de ces personnes-là, mais c'est qu'est-ce qui les conduit à décider ainsi. C'est-à-dire que j'ai voulu remonter en amont et essayer de comprendre quel est leur état d'esprit. Vous avez un univers de hauts fonctionnaires qui vivent finalement en vase clos. Ces gens vivent de façon comme une caste, ils sont en vase clos. Personne d'autre qu'un haut fonctionnaire d'un très grand corps ne peut y rentrer. Et au final, vous avez un entre-soi qui, naturellement, psychologiquement, affaiblit de toute façon toutes les grandes valeurs de l'être humain, les grandes valeurs de courage, les grandes valeurs de créativité, etc. Moi, je les ai vues totalement atténuées chez des gens qui, initialement, avaient tout, intellectuellement, pour pouvoir offrir ces qualités-là au service de la France. Ce que je constate, effectivement, c'est que dans ce groupe, vous avez, au fil des ans, une atténuation de la qualité des hommes à l'intérieur. Alors, bien sûr, pas tous. Certains ne cèdent pas à cette transformation. Mais au fil du temps, oui, beaucoup finissent par avoir peur et on se demande de quoi. Parce qu'ils ne risquent rien. C'est un groupe d'hommes et de femmes qui ne risquent absolument rien. C'est assez merveilleux dans le monde actuel. Vous avez des dirigeants qui ne risquent rien, alors que ceux qui sont dirigés, eux, risquent en permanence. Et cette peur conduit, dites-vous, à une forme d'immobilisme. On l'a vu avec certains chefs d'État. Moi, ça me fait penser à Jacques Chirac, ça me fait penser à François Hollande. Immobilisme comme illusion de la sagesse, disent-ils. Meilleure méthode pour avancer dans sa carrière, et la meilleure méthode, c'est créer de la norme. C'est créer de la norme. Alors, vous avez complètement raison. On vous oppose la sagesse. Ne rien faire est devenu une sagesse. Donc c'est un autre mensonge. C'est l'art du culbuto, quoi. Oui, c'est le culbuto. C'est une autre façon de manipuler encore et de se transformer en personne avec grande valeur, alors que finalement, il y a un vide intérieur. Et j'ai constaté beaucoup de conformisme, beaucoup d'immobilisme. Et une grande crainte à innover, une incapacité même à innover. Et pire que ça encore, en amont, un manque de curiosité. Moi, j'ai remarqué, parce que ces gens, dans cet univers très, très clos, dans cet entre-soi sidérant, ces gens-là, finalement, savent. Ils savent mieux. Mais c'est la certitude. Ils savent tout sur tout en permanence. Et mieux que vous. Ouais. Voilà, ils savent mieux que vous de toute façon, puisqu'ils sont du corps, puisqu'ils sont l'élite. Donc la démonstration est faite en 2 mots, voilà. Et donc ils n'ont pas besoin d'être curieux, d'aller prendre des conseils auprès de grands chercheurs, ou même à l'étranger. Ce qui est sidérant, vous voyez, j'ai régulièrement rencontré moi des cadres dirigeants hauts fonctionnaires dans l'activité portuaire, par exemple. Il ne dépassait pas... Alors déjà, il ne parlait pas anglais. Alors c'est un peu gênant quand les clients sont des anglo-saxons ou en tout cas étrangers partout sur la planète. Première chose, ils ne font pas d'efforts pour l'apprendre. Et troisième chose, ils ne vont pas non plus faire d'efforts pour aller rencontrer comment d'autres ports étrangers peuvent fonctionner, comment ils ont pu innover. Non, ils savent. Ouais. Et ça conduit à un résultat. J'offre 2 chiffres dans le livre, mais ils sont extrêmement parlants. En 20 ans, de 2000 à 2019, l'activité maritime mondiale s'est accrue de 100%.
Ça veut dire que le commerce mondial, il y a une manne extraordinaire qui circule sur le monde, sur la planète. Les Chinois l'ont bien compris. Les Chinois l'ont bien compris, d'autres aussi, nous moins. Et en France, l'activité portuaire française s'est accrue de 0,25%. C'est dramatique, parce que toute cette manne a été captée par quelques ports ou quelques pays qui se trouvent juste à nos frontières. Vous avez la Belgique, l'Allemagne, la Hollande, et eux ont bien compris. Vous avez le port de Anvers qui s'est accru de 83% en 20 ans, le port de Rotterdam de 46%. Parce qu'eux sont dans le mouvement pendant que nous sommes dans l'immobilisme. Eux sont dans le mouvement, ils sont tournés vers l'extérieur, ils acceptent l'étranger, on va dire, ou la possibilité de se tromper, la possibilité de modifier ou de s'adapter. Oui, l'échec, c'est très condamné en France, alors que dans les cultures anglo-saxonnes, on doit passer par l'échec pour arriver en haut. Exactement. Alors que là, justement, cette peur fait qu'il y a une cristallisation de cette curiosité qui finalement disparaît. Et on aboutit à une situation où vous avez tout un pan de l'économie qui est majeur pour un pays. On a une des plus belles façades maritimes qui existent au monde. Le deuxième territoire maritime et le deuxième du monde. territoire maritime du monde. Et qu'est-ce qu'on en a fait ? On a aujourd'hui des ports qui vivotent. Et quand on regarde qui les a dirigés en 20 ans, ce sont les mêmes, et je dis bien les mêmes hommes, du même corps. Et les places s'interchangent de mandat en mandat. Ça interroge beaucoup. Autre attitude observée sur certains membres de cette haute administration, Paul-Antoine Martin, c'est l'immaturité. L'un de ces personnages avec qui vous avez eu affaire, il trouve normal de lire Astérix et Obélix alors qu'il est à l'âge adulte, quoi. Alors, quel danger ça représente, cette immaturité pour les affaires qu'ils doivent conduire ? Alors, plus que ça, c'est Astérix et Obélix est devenu sa référence. C'est la référence psychologique pour comprendre le monde. Donc il voit le monde au travers d'Astérix et Obélix. L'immaturité, moi je considère aujourd'hui que dans un monde aussi complexe que le nôtre, surtout quand on est dirigeant, il est impensable de ne pas être cultivé, impensable de ne pas être curieux, d'être ouvert sur le monde. On ne peut pas comprendre le monde et donc on ne peut pas diriger si on n'est pas ouvert et, on va dire, cultivé de façon générale. Voilà, c'est ça, cette immaturité. Et je verrai un autre élément concernant l'immaturité qui est plus fondamental, plus intérieur. Moi, j'ai vu des hommes cyniques. J'ai vu des hommes qui avaient perdu, je dirais pas la foi, mais qui avaient perdu, en tout cas la foi dans leur pays, et qui avaient une désillusion. Ces gens ne croient pas dans leur pays. Ils n'ont même aucune foi spirituelle, puisque ce même lecteur d'Astérix et Obélix raconte « Moi, je n'entre pas dans une église par principe ». Par principe. Tout à fait. Et donc, c'est à ça que je voulais en venir, c'est qu'il n'y a pas de verticalité. De transcendance. Et donc de transcendance. Aucune transcendance n'est possible chez eux et surtout pas acceptée. Donc, leur vraie loyauté, leur totale loyauté, elle va à leur corps. À leur carrière. À leur carrière et à leur corps. La carrière qui se fait à l'intérieur de ce corps que je décris. C'est le clan, quoi. C'est un clan. C'est exactement un clan. Alors quand vous entendez, c'est un peu en écho ou à l'intérieur donc, de ce titre, le clan des seigneurs, vous pensez aussi au clan des Siciliens. Alors, vous dites que quelques-uns de ces hauts fonctionnaires n'hésitent pas à piétiner les fameuses valeurs de la République. Le concours de la fonction publique leur donne en effet certains privilèges, voire même une certaine impunité. Et vous écrivez ceci, ces hauts fonctionnaires n'étaient que le produit d'un système qui les avait choisis. C'est quoi ce système ? C'est quoi les valeurs de ce système ? Je pense que le plus grand privilège dont ils jouissent aujourd'hui, c'est l'impunité. Et de l'impunité, vous pouvez découle tout l'état d'esprit, tout le profil psychologique de ces gens et comment ce profil psychologique se construit au fil des années. Ils rentrent, on va dire, normaux dans le système. Et cette impunité les transforme. Ce système, en fait, on devient un membre de cette haute fonction publique par un concours.
Donc un concours qui va tester à un âge donné une acuité intellectuelle. Et à partir de là, si l'acuité intellectuelle est au niveau des prérequis du concours, vous rentrez, vous devenez un haut fonctionnaire. Et de là, toute la carrière en découle. Vous ne risquez plus rien de votre vie. Vous risquez peut-être, au pire, quand vraiment c'est catastrophique, un petit ralentissement de carrière. Mais vous finissez au zénith. Et si vous cherchez une Légion d'honneur, vous pouvez aller la chercher aussi. Vous pouvez la trouver parce que quand vous regardez les promotions de Légion d'honneur tous les 6 mois, eh bien moi je suis effaré par le nombre de hauts fonctionnaires qui ont la Légion d'honneur. Donc le système est un système qui se fait par cooptation, qui se fait par séduction interne, qui se fait par perte de conviction. Il faut être extrêmement souple. Ces gens-là jurent sur la souplesse. C'est-à-dire que la souplesse, c'est un terme très euphémistique pour dire... La liquidité intellectuelle, quoi. La liquidité intellectuelle, je change d'avis s'il faut changer d'avis, parce qu'il n'y a pas de vérité, parce qu'il n'y a rien de tangible, et s'il faut dire le contraire pour réussir et avancer dans la carrière, je ferai le contraire. C'est la désinvolture jusqu'au mépris de ceux qui ont du caractère et une colonne vertébrale, quoi. Alors, il y a le rejet de ceux qui ont, de ceux qui ont du caractère et une colonne vertébrale. C'est un danger pour eux, quoi. C'est un danger. Parce que celui qui, effectivement, a la colonne vertébrale, comme on dit, il va réfléchir, il va s'opposer, il va commencer à avoir des convictions, et il va être un grain de sable dans ce système. Ce système a besoin d'une très grande souplesse, d'une très grande fluidité. Et au final, ce dont on peut se rendre compte, c'est que les plus talentueux seront ceux qui maîtriseront le mieux le mensonge et la manipulation. Ceux qui se cacheront le mieux derrière un masque, voire des masques, et finalement vont se comporter comme des escrocs. Des escrocs de la vérité. Il n'y a plus de vérité pour ces gens-là. Et moi, j'estime qu'on ne peut pas être une élite à ce niveau-là, à avoir autant de responsabilités, de porter des valeurs, les valeurs de la France, et de porter des convictions françaises, et de finalement être un escroc intellectuel et d'être quelqu'un sur lequel on ne peut absolument pas compter. Cette manipulation, vous le dites, en tout cas ça sort de la bouche de ce personnage qui fait partie de cette haute fonction publique, il l'appelle plutôt l'habileté. Exactement. Comment la manipulation, ils s'en servent concrètement dans les affaires ? Il y a une histoire de syndicat. Ce sont des gens qui ont un flair tout à fait particulier. Alors, ce sont des gens qui n'ont pas de vision, qui n'ont pas de stratégie. Par contre, ils ont un grand sens tactique. Et ce grand sens tactique, ils le mettent au service de ce flair-là. Et ils vont très, très rapidement, très couramment, dépasser certaines lignes rouges, s'il le faut. Mais ils le feront jamais par eux-mêmes et ils s'arrangeront toujours pour faire et qu'il n'y ait aucune trace entre la demande et celui qui est chargé de faire la mauvaise action. Je donne un exemple. Un personnage, effectivement, haut fonctionnaire, a eu des démêlés avec un délégué syndical assez agressif, assez, comment dire, avec un charisme assez fort, et il ne savait pas justement comment arriver à le circonvenir, à le manipuler. Donc à un moment donné, il est arrivé à une solution extrême, parce que justement il bloquait sur la manipulation, et la seule solution qu'il a trouvée, c'est de demander à le faire chanter au travers de la location d'une prostituée. Voilà. C'est du réel, ça. C'est du réel. Ouais. C'est du réel. Cette impunité dont jouissent certains, voire on peut peut-être dire de tous ces membres du corps dans votre ouvrage, elle peut conduire à quoi, cette impunité ? Elle peut conduire au pire. Quand vous êtes dans l'impunité, imaginez-vous dans le monde merveilleux de l'impunité à vie. On peut toujours garder une morale, même s'il y a l'impunité. Alors, bien sûr, certains gardent une morale, certains restent droits et refusent tous ces accommodements, on va dire. Mais celui qui ne va pas être solide intérieurement, celui qui n'a pas de colonne vertébrale, de lien avec la transcendance, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, celui-ci va être assez rapidement ballotté par les flots, il va voir son intérêt, qui va pas forcément correspondre, et de moins en moins avec l'intérêt du pays. Et cette impunité va construire chez eux
un entêtement, la certitude d'avoir toujours raison. Et c'est comme ça que l'on aboutit à des catastrophes industrielles, comme on a pu connaître, à des projets considérables qui ne servent à rien, avec des projets que l'on s'entête à essayer de faire passer sur le terrain, alors qu'ils ne correspondent pas du tout à la demande d'une population. Ça, on le voit toujours, tous les jours. Et donc, cette impunité conduit à ce profil psychologique, à mon sens. Et donc, c'est très grave pour une fonction publique. Parce qu'on découvre une fonction publique, une haute fonction publique, qui est donc déconnectée du réel. Étant déconnectée du réel parce qu'elle vit totalement en vase clos, cette haute fonction publique va avoir la tentation, parce qu'elle est l'élite, de fantasmer le réel et d'essayer de forcer le réel pour qu'il rentre dans sa case. Et là, ça craque. Puisque vous parlez de franc-maçonnerie dans votre ouvrage, Paul-Antoine Martin, venons-y. Et j'aime rappeler cette citation de l'ancien président Hollande, je le cite, « Si l'on croit, comme c'est mon cas dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. » Et donc c'est le cas de certains membres de notre haute fonction publique. Elle occupe quoi comme pouvoir, cette franc-maçonnerie, dans l'État ? Alors, je n'ai pas fait une enquête sur la franc-maçonnerie dans l'État. Mais vous avez vu des personnes qui y appartenaient, tout et à leurs fait, pratiques. Tout à fait. J'ai vu leurs pratiques et j'ai vu à quel point elles leur permettaient de dépasser la ligne rouge en toute impunité, encore une fois. Ce sont des gens qui ne voient le monde qu'à travers l'usage d'un réseau. Et c'est comme ça que le corps, finalement, et cette haute fonction publique se forge. Un réseau, dites-vous, solide, qui fait d'eux les maîtres de l'État. Totalement. Le réseau est ultra solide. Il est en acier trempé. Et avec ce réseau, alors moi je décris un personnage qui tous les matins observe le journal officiel pour savoir qui a été nommé, etc., etc. Et il lui envoie un petit mot pour le féliciter en le faisant, et comme ça il le fait rentrer dans son réseau. Ça fait toujours plaisir. Donc il y a des gens qui s'occupent dans la journée à faire ça. Ils construisent leur réseau parce que le réseau est leur vraie compétence. Ils n'ont plus besoin de compétences, ces gens-là. Ils ont besoin d'avoir un réseau solide. Comment elle s'explique, la solidité de ce réseau ? Eh bien parce qu'il y a déjà une fraternité immense, extrêmement forte à l'intérieur des membres du corps, il faut imaginer que ce sont des hommes qui, comme d'Artagnan ou les mousquetaires, répondent à tous pour un et un pour tous. C'est comme ça que ça fonctionne un corps, et le mot corps dit bien ce que ça veut dire. On a quelque chose de monolithique. Pour revenir à la franc-maçonnerie, j'ai appris qu'il y a des loges de hauts fonctionnaires. Vous voyez, ça pousse jusque-là. De loges spécifiquement de hauts fonctionnaires pour avoir un réseau encore plus puissant. L'un de vos personnages, c'est le haut fonctionnaire que vous avez appelé Paul Ursi. Lui, il refuse toute vérité absolue. Chacun a sa vérité, dit-il. Comment le relativisme a-t-il pris pied dans notre société ? Oh, ça, c'est une très grande question qui dépasse largement le livre. Le relativisme, ces gens-là aident au relativisme. Au niveau où ils sont, l'exemple qu'ils donnent de n'avoir aucun repère qui permet à la population de pouvoir cerner ce qui est juste, ce qui est injuste, ce qui est bien, ce qui ne l'est pas, ces gens-là se comportent comme des anti-modèles et propagent ce relativisme qui est de toute façon un fait de société aujourd'hui et qui dépasse largement la haute fonction publique. Mais ces gens-là, moi je considère, et je pense que nous avons le devoir de croire en une excellente haute fonction publique, je débute par une citation de Solzhenitsyn qui dit que je m'oblige à ne pas être un passage pour le mensonge. Et ces gens-là, à mon sens, devraient avoir ça chevillé au corps. Donc, évidemment, ne pas être un passage pour le mensonge, ne pas être un passage pour la manipulation, le relativisme. Ils sont normalement des caps, de véritables caps. Or, aujourd'hui, ils sont devenus des caps pour eux-mêmes et pour un clan. Cette haute fonction publique est donc passée en quelques années, on pourrait dire une quarantaine, une cinquantaine d'années, d'un corps d'ingénieurs d'élite, ceux qui ont par exemple
aménager notre parc nucléaire à ce que l'on vient de décrire. Est-ce que nos concitoyens, nos compatriotes, je préfère, sont conscients de cet état de fait ? Alors, c'est exactement ça. On voit effectivement se dégrader la capacité à aménager le pays, la capacité à le gérer. Alors, on peut parler aussi de la destruction d'autres pans de l'économie, enfin de l'administration. On peut parler de la santé, de l'énergie, comme vous l'avez évoqué, tous les secteurs, de l'école. Tous les secteurs s'effondrent. Mon intuition, c'est que la raison est la même partout. C'est effectivement ce corporatisme à l'extrême. Pour revenir à votre question, je pense que la population n'en est pas consciente, elle s'en rend compte, et à mon sens... C'est l'expression des Gilets jaunes ? À mon sens, effectivement, l'expression des Gilets jaunes est là. Ils n'en ont pas conscience, mais ils voient le résultat. Ils voient le résultat tous les jours, devant eux. Alors que les hauts fonctionnaires, ce résultat, ils ne le voient pas, ils s'en fichent. Eux, ils vivent dans un cocon qui est assez extraordinaire. À mon sens, aujourd'hui, la situation est telle que cette aristocratie qui est totalement nombriliste, moi, elle m'a fait penser à la situation pré-1789, vous voyez, 1788, sans faire de sensationnalisme. La corruption partout, à tous les étages. Une corruption morale. Je dis pas une corruption financière, mais une corruption morale qui a attaqué, qui a gangréné la capacité au bien collectif. Et donc, ces gens qui vivent en vase clos totalement égoïstement, aujourd'hui, ils conduisent à un état pré-révolutionnaire, voire révolutionnaire. Et aujourd'hui, moi, en résumant, je considère que ce corporatisme est la plaie de notre pays. C'est lui qui tue notre pays parce qu'il ne valorise pas les immenses richesses de notre pays et il détruit toute initiative. Le clan des seigneurs, c'est votre ouvrage. Immersion dans la caste d'État à retrouver sur la boutique officielle de TV Liberté. C'est excellent. Merci, monsieur. Merci beaucoup.